partie en parlant des ressources minérales et en donnant la parole à Sébastien Hibert, qui est de l'IFREMER, et qui nous parlera des enjeux sociétaux et gouvernance des ressources minérales profondes. Donc voilà, on passe d'un sujet technique à un sujet plus sociétaux. Merci, bonjour à toutes et à tous. Sébastien Hibert, je suis effectivement de l'IFREMER, basé à Plouzané, ici, à Brest. Et donc je suis chef de projet des 2 contrats d'exploration que l'IFREMER porte pour le compte de la France auprès de l'Autorité internationale des fonds marins. Et on reparlera de ce qu'est l'Autorité internationale des fonds marins. Donc voilà, je gère l'ensemble de nos activités sur ces 2 contrats et j'interagis du coup dans ce cadre-là avec l'Autorité internationale des fonds marins et puis également avec nos ministères. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit point sur d'abord qu'est-ce qu'on entend par les ressources minérales profondes, comment elles sont gérées en fonction des zones géographiques dans lesquelles on les trouve, quel est l'état des connaissances et quels sont les enjeux, et puis forcément un petit point sur l'actualité, puisque je suis sûr que vous avez tous suivi les actualités sur ce sujet, notamment avec ce qui se passe outre-Atlantique. Donc on va commencer par faire un petit point sur ce que sont les ressources minérales profondes. Alors quand on parle de ressources minérales profondes, en fait on parle de 3 objets géologiques différents qui sont associés à des environnements et des écosystèmes différents. Alors on trouve tout d'abord, alors quand je dis tout d'abord, il n'y a pas de préférence ou d'ordre, hein, c'est juste il faut commencer par l'un et terminer par l'autre. Les nodules polymétalliques qu'on trouve dans tous les océans et qu'on trouve au fond des plaines abyssales, qui se forment en fait dans des conditions où il y a très peu d'apport de matière, des taux de sédimentation assez faibles, puisqu'en fait ce sont des processus géologiques très très lents, on parle de quelques millimètres par million d'années de croissance, mais j'y reviendrai, et donc on les trouve dans des profondeurs de 4000 à 6000 mètres. On a ensuite ce qu'on appelle les sulfures, qu'on trouve au niveau des dorsales océaniques, mais également dans d'autres contextes géologiques de type bassin arrière-arc. Les sulfures hydrothermaux, donc, qu'on trouve plutôt dans des profondeurs allant de 1500 à 3500 mètres. Et puis, le 3e type de ressources marines profondes, ce sont les encroûtements cobaltifères, qu'on trouve là plutôt sur les reliefs sous-marins de type Guyot, non sous-marin, et donc dans des profondeurs qui varient de 800 à 2400 mètres. Alors, on y reviendra, mais c'est important d'ores et déjà de noter que sur ces 3 objets, il n'y a aujourd'hui aucune exploitation, qu'on parle des eaux internationales ou des eaux sous juridiction nationale. Il y a de l'exploration, mais il n'y a pas d'exploitation. Alors, les nodules polymétalliques, un petit peu plus de détails sur ce que c'est, ce qu'ils contiennent. Donc, je l'ai dit, ils se forment dans les plaines abyssales, dans des endroits où le taux de sédimentation est très faible, puisqu'en fait, ils vont se former par précipitation d'oxyde et d'hydroxyde de manganèse et de fer autour d'un noyau. Donc, ils vont grossir par couches concentriques et ils vont grandir à des rythmes très très lents. On parle encore une fois de quelques millimètres par million d'années. Et ils vont atteindre des tailles de quelques centimètres de diamètre. Donc imaginez un peu des galets ou des pommes de terre sur les plaines abyssales. Il y a 2 processus géologiques qui parfois sont mixés en fonction des zones géographiques. Il y a un processus par lequel les métaux dissous dans l'eau de mer vont être absorbés par ces hydroxydes de manganèse. Et donc le nodule va être enrichi dans ces éléments. On appelle ce processus hydrogénétique. Et puis, il y a un autre processus qui est le processus diagénétique, où là, ce sont les éléments qui sont dissous dans l'eau interstitielle. Donc, c'est l'eau qu'on a dans l'eau entre les grains de sédiments, dans la première couche de sédiments, qui vont, là encore, être absorbés par les hydroxydes de manganèse. Et puis, dans certains contextes, on a un mélange en fait de ces 2 processus. Et donc, selon le processus, vous voyez sur l'image du nodule, ça va donner des formes un petit peu différentes. Et donc, là encore, en fonction du processus de formation et de la zone géographique dans laquelle on trouve les nodules, ils vont contenir les taux des éléments qu'ils contiennent vont un petit peu varier, mais de manière un petit peu moyennée, vous avez là une répartition des différents éléments qu'on peut trouver dans ces nodules.
avec aujourd'hui, pour les acteurs qui s'intéressent à une potentielle exploitation, 4 éléments qui seraient valorisés: le manganèse, le cuivre, le nickel et le cobalt. Alors, d'un point de vue historique, les nodules, ils ont été découverts lors de l'expédition Challenger dans les années 1870. Il y a eu une forte activité d'exploration à des fins commerciales dans les années 70-80, avec des pays comme le Japon, les US, la France également, avec on va dire l'ancêtre de l'Ifremer, le CNEXO, et puis d'autres formes juridiques qui ont participé à l'exploration, notamment dans le Pacifique. L'intérêt est retombé ensuite, pour des questions économiques et politiques, et puis l'intérêt s'est à nouveau augmenté au début des années 2000, et on y reviendra un petit peu dans la dynamique actuelle. Donc ces nodules, on peut les trouver dans certaines zones en quantité très importante, en particulier dans la zone qu'on appelle la zone de Clarion-Clipperton, qui est au milieu du Pacifique. Pour vous donner une idée, sur le contrat français qui est dans la partie, on va dire, est de la zone de Clarion-Clipperton, là, dans l'image en bas à gauche, on est à peu près à 2500-3000 km des côtes du Mexique ou des États-Unis. On est vraiment assez loin de la Terre. Donc on les trouve en grande quantité. C'est un objet géologique en 2 dimensions. Donc les nodules sont sur le sédiment. Il y en a quelques-uns qui sont enfouis dans les premiers centimètres, mais globalement c'est des objets qu'on trouve en surface. Et donc c'est de la 2 dimensions. Et donc le paramètre important d'un point de vue géologique, c'est ce qu'on appelle l'abondance. Donc combien de kilos au mètre carré on trouve sur les fonds. Alors il y a des chiffres qui circulent dans certaines publications. Je vous ai indiqué là une publication d'une personne du service géologique des États-Unis qui estime une quantité de 21 milliards de tonnes de nodules dans la CCZ. On y reviendra, mais il faut faire très attention. On est là sur des estimations très macro, qui ne sont absolument pas des estimations au sens minière. Donc voilà, c'est des ordres de grandeur basés sur une surface de la zone de Clarion-Clipperton, une estimation de l'abondance moyenne, et puis on fait une multiplication, on arrive de 3 et on arrive à ça. Sur un contrat d'exploration, il y a quelques centaines de millions de tonnes, encore une fois, en estimation non classée dans les standards miniers. Deuxième type de ressources, les sulfures hydrothermaux qu'on trouve là le long des dorsales océaniques principalement. Donc vous voyez tous les points rouges sur la carte. Donc le dorsal océanique, je le rappelle, c'est l'endroit, le lieu où la croûte océanique se forme. On peut aussi les trouver dans d'autres contextes, type arc volcanique, bassin arrière-arc ou point chaud isolé dans l'océan. Ce sont des objets géologiques qui ont été découverts dans les années 70. Donc la première source hydrothermale qui a été découverte l'a été dans le Pacifique. Et puis en 1985, on a découvert le site de Tag, qui est dans l'Atlantique, lui, et qui est en l'occurrence, qui fait partie du contrat d'exploration porté par l'Ifremer pour la France. Donc comment se forment ces amas sulfurés et ces sources hydrothermales? Eh bien en fait, vous avez donc la dorsale, vous voyez sur la figure, qui est l'espèce de vallée. Autour de cette dorsale, vous allez avoir un certain nombre de failles et d'infractuosités dans la roche. L'eau froide, l'eau de mer va s'infiltrer. Au fur et à mesure où elle va s'infiltrer, elle va se charger en éléments qui sont présents dans la roche, qui est altérée. Vous avez aussi en dessous une source chaude, et donc au fur et à mesure, l'eau de mer, elle s'enrichit, elle se réchauffe, et puis par convection, elle va ressortir, et elle va faire ce que vous avez probablement vu, ce qu'on appelle les fumeurs noirs. Vous avez donc là du liquide hydrothermal à des températures allant jusqu'à 350 degrés avec des pH assez acides, enrichis en éléments. Ces éléments vont pour partie précipiter dès leur point de sortie, donc ça va être ces cheminées hydrothermales que vous avez probablement vues également. Et puis une partie va partir dans ce qu'on appelle le panache, et puis va commencer à précipiter à une distance plus ou moins grande, avec pour certains éléments des transports assez distants, à des grandes distances, et donc une contribution aussi au grand cycle océanique, que ce soit au fer, manganèse et autres éléments. Alors la composition
chimique de ces amas sulfurés, elle est très variable en fait en fonction du contexte géologique. C'est illustré un petit peu par la table en bas à droite, qui montre en fonction de différents contextes, dorsal atlantique ou bassin arrière-arc, les teneurs dans un certain nombre d'éléments. On voit par exemple pour le zinc qu'on peut avoir des choses qui varient entre 8,5 et 20, donc voilà, des compositions qui sont très fortement dépendantes du contexte géologique. Ce sont des objets qui font de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de mètres. Point important également pour les questionnements sur l'intérêt éventuel de ces ressources, de ces objets géologiques en tant que ressources, c'est qu'aujourd'hui on connaît très peu ces objets dans leurs 3 dimensions. C'est-à-dire que la majorité des prélèvements et donc des analyses sont faites sur les roches en surface ou des roches qui ont été on va dire, amenés en surface par des événements tectoniques. Il y a quelques forages sur quelques sites, mais très peu. Donc on a assez peu de connaissances sur la composition en 3D. On a également assez peu de connaissances, et c'est un sujet de recherche, sur les processus de maturation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où ces amas sulfurés vont vieillir, il va y avoir des remobilisations de certains éléments, et donc les concentrations vont varier entre un site jeune et un site ancien. Les concentrations dans les éléments vont varier. Et puis, excusez-moi, la façon dont on découvre ces sites, c'est principalement en cherchant des anomalies dans la colonne d'eau, en relevant des anomalies de turbidité, en relevant des anomalies de concentration de certains éléments. Et ça nous permet ensuite de chercher les sites actifs. Les sites qui pourraient avoir un intérêt géologique d'un point de vue ressources sont plutôt les sites inactifs. Et ceux-là, on n'a pas de proxy aujourd'hui pour aller chercher. Donc il faut d'abord chercher des sites actifs et ensuite élargir l'exploration. Et donc sur ces sites inactifs, on a encore moins de connaissances aujourd'hui. Troisième type de ressources minérales, les encroûtements cobaltifères qu'on trouve donc sur les monts sous-marins, les guyot, les rides volcaniques, dans des profondeurs allant de 4000 à 7000 mètres. Généralement, c'est plutôt jusqu'à 2005 pour les zones les plus intéressantes. Et qu'on retrouve là encore dans des zones où les taux de sédimentation sont assez faibles. D'un point de vue processus de formation, c'est assez similaire au processus des nodules. On a donc des formations qui sont très lentes. Là encore, on est sur des millimètres par million d'années. La différence, c'est que là, les oxydes de manganèse et de fer vont s'attacher au substrat dur, au substrat rocheux. Mais comme pour les nodules, on va avoir adsorption des éléments qui sont dissous dans l'eau de mer. Donc on est sur un processus hydrogénétique. Alors là, on est sur des objets qui ont plusieurs centaines ou milliers de kilomètres carrés de surface, dont l'épaisseur peut varier de manière assez forte. Ça peut aller jusqu'à quelques 10-20 cm d'épaisseur. Par contre, ce sont des objets qu'on connaît assez mal d'un point de vue continuité de l'épaisseur, d'un point de vue composition aussi, et qui sont généralement associés également à une biodiversité assez riche sur les monts sous-marins. C'est généralement des lieux de grande biodiversité. Voilà, les objets, enfin les éléments les plus notables qu'on a notamment sont le manganèse, le cobalt et puis le platine et le tellure, en sachant que sur les encroûtements, il n'y a pas vraiment, contrairement au nodule ou au sulfure, il n'y a pas aujourd'hui d'industriel qui est publié ou communiqué de manière claire sur les éléments qu'ils envisageraient de valoriser. Alors, un élément de vocabulaire qui est important, notamment par rapport à des communications que vous pouvez voir dans les médias sur la comparaison de ressources marines versus ce qu'il y a à terre. Il faut bien distinguer les termes de ressources et les termes de réserve. Les ressources, c'est une notion géologique. C'est finalement la connaissance et la confiance dans un objet géologique dans lequel il y a une concentration en un ou plusieurs éléments minéraux, avec 3 niveaux, en fonction de la confiance qu'on a dans la connaissance. Et généralement, cette confiance, elle augmente avec les travaux d'exploration. Donc au début, ça peut être de la géophysique. Ensuite, il peut y avoir des prélèvements. Ensuite, il peut y avoir des forages. Voilà. C'est comme ça qu'on va augmenter le niveau de confiance dans les ressources. Les réserves, c'est par contre une notion économique. C'est-à-dire sur des ressources,
combien sont économiquement exploitables en fonction de ce qu'on appelle les facteurs modificatifs, qui sont à la fois les technologies disponibles, le contexte économique, donc les coûts des métaux qui seraient envisagés de valoriser, mais également tous les paramètres réglementaires, environnementaux. Et donc c'est avec ces paramètres et ces facteurs modificatifs qu'on peut, le cas échéant, définir des réserves, avec là 2 niveaux de réserves. Aujourd'hui, il faut bien voir que pour la majorité des ressources minérales marines, on n'a pas de ressources au sens minier. On en a quelques-uns dans quelques projets et quelques contrats nodules dans la zone de Clarion-Clipperton, mais quand on a des grandes affirmations en disant les ressources minérales marines, ça représente tant de milliards de tonnes ou tant de millions de tonnes de tel élément, alors qu'à terre, les réserves sont ça, on compare généralement des choux et des patates. Donc il faut être très attentif dans la façon de prendre ces informations. Pour vous donner un exemple du côté dynamique donc des réserves, vous avez là l'exemple du cuivre. Alors vous voyez sur le schéma au centre, le cuivre c'est à peu près 5000 millions de tonnes de ressources. C'est des réserves estimées à 870 millions de tonnes pour une production annuelle de 28 millions de tonnes, en sachant qu'à peu près 20 millions de tonnes vient de ce qu'on appelle la production primaire, donc une activité minière, et le reste vient plutôt du recyclage et du réemploi. Vous voyez en bas à droite l'évolution de la consommation du cuivre, qui a été finalement, comme beaucoup de nos activités économiques et les émissions de gaz à effet de serre, pour relier un petit peu avec le sujet précédent, exponentielle. Malgré cette augmentation, vous voyez en fait sur le schéma en haut, ce que vous lisez ici, c'est le ratio entre les réserves, entre le volume de production annuelle et les réserves en nombre d'années. Et ce qu'on voit en fait, c'est que ce ratio il est à peu près constant, environ 40 ans, parce que en fait, bien, la demande, les conditions économiques, l'augmentation du prix ou autres font que des ressources sont transformées en réserves. Et donc on maintient aujourd'hui le même ratio. Donc voilà. Les réserves, c'est vraiment une notion dynamique qui est fonction d'un grand nombre de paramètres. Alors, comment est-ce que sont administrées ces ressources minérales profondes? Eh bien, ça dépend de la localisation géographique. Et on distingue en fait deux cas. Et donc, ces espaces maritimes, ils sont définis par la Convention nationale des Nations Unies sur le droit de la mer, Convention de Montego Bay. Et on distingue en fait tout ce qui relève des juridictions nationales, donc des ressources qui se trouvent en zone économique exclusive ou lorsque cela existe dans l'extension du plateau continental, dépendent des juridictions nationales. Donc à l'échelle française, ça dépend du code minier. Et tout ce qui est au-delà des ZE ou des extensions de plateau continental eh bien, dépend de l'autorité internationale des fonds marins. Et c'est ce qu'on appelle, et on va y revenir, la zone avec un grand Z, qui correspond au sol et au sous-sol au-delà des juridictions nationales. Donc tout ce qui est, encore une fois, au-delà de la ZE et du plateau, des extensions de plateau, est administré par l'autorité internationale des fonds marins. Et des définitions intéressantes à retenir, encore une fois, pour les problèmes d'actualité, pour les questions d'exploitation. La zone et ses ressources sont définies comme le patrimoine commun de l'humanité. Ces ressources sont inaliénables et leur exploitation doit être menée pour le bénéfice de l'humanité. En gros, on est vraiment sur une approche différente de ce qui peut se faire à terre. Ça, c'est le cadre des conventions internationales. Comment fonctionne l'AIFM? Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais globalement, c'est une instance de type ONU. Donc vous avez une assemblée générale dans laquelle l'ensemble des États membres est représenté, avec une voix. Aujourd'hui, alors le schéma n'est pas tout à fait à jour, la figure n'est pas tout à fait à jour, il y a 170 membres, 169 pays et l'Union européenne. Donc au-delà de cette assemblée générale qui se réunit une fois par an, vous avez un conseil qui est l'organe vraiment décisionnel. 36 pays sont dans ce conseil, la France en fait partie. Et puis vous avez un certain nombre d'autres instances de gouvernance, la commission juridique et technique,
la commission à la planification économique qui n'est pas encore mise en place aujourd'hui, et puis un secrétariat, et puis quelques autres. Donc le mandat de l'AIFM, ça découle de la Convention, encore une fois, et il est de régir et d'organiser les activités dans la zone. Par activité, on entend principalement l'exploitation. Mais à côté de... autre élément de ce mandat, c'est également de préserver et de protéger l'environnement marin des impacts et des conséquences de ces activités. Donc il y a dès la création de l'AIFM cette tension dans le mandat entre exploitation et préservation et protection de l'environnement. Et puis il y a d'autres volets dans le mandat, notamment sur le développement des capacités, en particulier pour les pays en développement, le transfert de technologies et puis le soutien à la recherche scientifique en mer. Donc aujourd'hui, l'AIFM a défini depuis maintenant plusieurs années un cadre pour l'exploration. Donc il y a un règlement d'exploration pour les 3 types de ressources minérales et travaille depuis à peu près 2014 à l'élaboration d'un règlement pour l'exploitation de ces ressources. Ce règlement étant encore aujourd'hui au stade de projet et en discussion. Les États-Unis, pour relier un petit peu à l'actualité, ne sont pas signataires de la Convention de Montego Bay, mais sont observateurs à l'AIFM depuis 1988. Voilà. Donc ça veut dire que tous les ans, ils sont à l'Assemblée générale et ils participent aux débats et aux discussions, mais ils ne sont pas États membres et ils ne sont pas signataires. Donc on voit aujourd'hui une polarisation de plus en plus marquée dans l'arène de l'AIFM entre des pays qui sont favorables à une exploitation, un démarrage de cette exploitation de manière assez rapide. On verra tout à l'heure les arguments qui sont mis en avant. Et puis de l'autre, des pays qui au contraire mettent en avant le principe de précaution et la nécessité de protéger les océans au vu des risques et des enjeux. Alors, tous les pays n'ont pas forcément les mêmes motivations pour dire qu'ils soutiennent une pause de précaution ou un moratoire. Si vous regardez un petit peu la liste des pays, vous voyez qu'il y a des pays qui sont, d'un point de vue économique, fortement dépendants à une activité minière terrestre. Donc, il peut y avoir des intérêts aussi de protéger leur économie. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a 38 pays qui se sont déclarés pour une pause de précaution, un moratoire, ou, comme la France, pour l'interdiction, avec la prise de position du président de la République en 2022. Et donc, comme je disais, forte polarisation, mais également très forte croissance, on va dire, de l'intérêt, à la fois dans les discussions de l'AIFM. On voit de plus en plus de pays réellement venir à l'Assemblée générale ou au Conseil quand ils sont membres. Et puis, depuis le début des années 2000 aussi, une accélération, on va dire, dans les demandes de contrats d'exploration. Donc aujourd'hui, il y a 31 contrats d'exploration qui ont été attribués par l'Autorité internationale des fonds marins. La majorité, donc 19, porte sur les nodules polymétalliques, dont 17 dans la zone de Clarion-Clipperton. Je la remonte sur la carte, c'est la zone de milieu du Pacifique. Si on regarde cette même carte des contrats avec un filtre État et industriel, on voit qu'il y a clairement des acteurs qui sont très dynamiques et qui ont une position assez forte et généralement en soutien à un démarrage de l'exploitation. Ce sont des pays comme la Chine, qui a le plus grand nombre de contrats d'exploration, avec 5, la Russie, avec 4, et puis l'Inde également et la Corée du Sud, qui ont chacun 3 contrats. Si on le regarde avec un autre prisme, qui est celui plutôt des industriels, et bien là, sur les contrats d'exploration nodule, en fait, on voit qu'on a un petit nombre d'acteurs américains, canadiens ou européens qui concentrent quasiment la moitié, ou qui est impliqué dans quasiment la moitié des contrats d'exploration nodule. Et tout ça peut quand même questionner, si on repense à la définition de la zone et du patrimoine commun de l'humanité, la question justement de non-accaparement. On voit qu'il y a vraiment quelques acteurs qui se positionnent très fortement avec beaucoup de contrats. Ça peut aussi questionner sur la mise en application réelle du bénéfice commun de l'humanité en cas d'exploitation. Si on a 4 ou 5 acteurs industriels qui sont les principaux exploitants. Et puis également, quand on regarde par exemple l'exemple de TMC,
dont les contrats d'exploration sont ce qu'on appelle patronnés dans le jargon de l'AIFM, hein, donc qui viennent avec le tampon et soutenus par un pays, sont patronnés par Tonga, sont patronnés par Nauru, et qui généralement détiennent ces contrats d'exploration par le biais de filiales dans ces pays qui sont voilà, quelques personnes au mieux. On peut aussi se poser la question du contrôle réel exercé par les États patronants sur les contractants, qui est une obligation découlant de la Convention, sur lequel se penche l'AIFM, mais qui aujourd'hui n'a pas conclu dans cette problématique. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des acteurs qui s'intéressent à ces ressources minérales marines? Je regarde le timing. Généralement, les arguments qui sont mis en avant par les promoteurs d'une exploitation et d'un démarrage rapide de l'exploitation, c'est le manque de ressources terrestres, c'est les bénéfices sociaux et économiques qui pourraient être tirés de cette exploitation, et puis c'est le relatif avantage d'un point de vue impact environnementaux d'une exploitation en mer versus une exploitation à terre. Alors, on va regarder un petit peu sur ces 4 volets l'état un petit peu des connaissances. Alors, est-ce qu'il est effectivement nécessaire d'aller utiliser ces ressources en mer? L'argument, donc, c'est l'augmentation de la demande. Hein. Vous avez probablement, ou peut-être vu, les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie sur l'augmentation des besoins en métaux pour satisfaire les questions de transition énergétique, hein, le développement des énergies renouvelables, pour satisfaire également toute la numérisation et l'évolution de notre modèle économique et sociétaux. La question aussi de la diminution des teneurs des ressources sur les continents, ce qui veut dire plus d'énergie, plus de volume finalement à bouger pour obtenir la même quantité de métaux. La problématique est également des enjeux géopolitiques, puisqu'il y a sur certains éléments, il peut y avoir une concentration soit des ressources, soit des mines dans quelques pays ou quelques acteurs. Il faut bien voir que cette problématique de concentration, elle est à la fois sur la question de la mine et de l'extraction de la matière première, mais aussi sur la problématique de traitement et de raffinement. Parce que, en fait, quand vous avez extrait le minerai de la terre, vous n'êtes vraiment qu'au début du processus. Ensuite, il y a tous des processus de concentration, de raffinement, jusqu'à obtenir un produit qui est utilisable industriellement. Et donc, l'argument, c'est qu'on a besoin des ressources et elles sont abondantes dans les fonds marins. Alors, si on prend un petit exemple sur les nodules polymétalliques, avec une étude qui avait été menée pour le compte des îles Cook, une étude réalisée dans une approche risque-bénéfice. Je vais juste souligner quelques petits paramètres de cette étude. Dans le tableau en haut à gauche, vous voyez que la surface qu'il était envisagé, encore une fois dans cette étude, hein, ça ne se passe pas aujourd'hui, d'exploiter, c'est 2700 km² sur une durée de 20 ans, avec un rythme d'exploitation de 2,5 millions de tonnes par an. Ce qui représente, encore une fois, on est sur une ressource en 2D, 135 km² à peu près exploités par an. Pour vous donner un petit peu d'éléments d'échelle, l'unité urbaine de Paris, c'est globalement la surface visée en 20 ans, 2800 km², donc c'est pas négligeable. Et tous les ans, vous auriez une surface équivalente à peu près à celle de Paris, intramuros, d'exploiter. Alors, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue quantitatif par rapport à ce qui existe à terre? Donc, si on prend l'exemple du manganèse, cette même étude prévoyait, alors il y avait des minimums, maximums, et puis ce qui était le plus probable, une production de manganèse d'à peu près 310 000 tonnes par an et de cuivre d'à peu près 3500 tonnes. À l'échelle mondiale, le manganèse, c'est une production d'environ 20 millions de tonnes. Et donc, cette production annuelle dans cette étude dans les îles Cook, 310 000 tonnes par an. Donc on voit que c'est quand même assez négligeable à l'échelle mondiale. Et à l'échelle de la plus grosse mine de manganèse qui se situe au Gabon, qui est opérée par la société française Eramet,
7,5 millions de tonnes sont produites par an, en tout cas en 2022 ont été produites, sur une surface de 4 km². Donc là, c'est une vraie différence et une vraie problématique. Si on prend l'exemple du cuivre, je rappelle, l'hypothèse de production moyenne, c'était 3500 tonnes par an. La plus grosse mine de cuivre au monde, elle est au Chili. Vous êtes sur une production annuelle d'1,2 million de tonnes sur une surface d'à peu près 25 km². Si on regarde de manière un peu plus globale, on voit aujourd'hui que, en fait, la problématique de manque de ressources à terre n'est absolument pas prouvée et fondée. Vous voyez à gauche les productions annuelles d'un certain nombre de métaux, cobalt, cuivre, manganèse, et puis les réserves connues, en sachant encore une fois que l'évolution de la demande ou des conditions économiques peut faire que des nouvelles ressources sont transformées en réserves. Après, il peut y avoir des problématiques de délai d'ouverture de nouvelles mines, et ça n'empêche pas aussi les problématiques de gestion des impacts environnementaux et sociétaux des mines à terre sur lesquelles il y a eu des évolutions, mais sur lesquelles il est important de continuer. Par contre, ce que ça montre clairement, c'est que contrairement au discours de certains, encore une fois, promoteurs de l'exploitation, c'est qu'une exploitation des ressources minérales en mer ne viendra pas remplacer l'exploitation à terre, elle viendrait s'ajouter. D'un point de vue intérêt économique et social, l'exploitation des ressources minérales en mer, comme toute exploitation minière, elle est sujette aux conditions économiques, en particulier donc au coût des métaux, qui sont très volatiles. On a là sur les deux schémas l'exemple du nickel et du cobalt, qui sont globalement les deux métaux ayant le plus de valeur dans les nodules polymétalliques, parmi les 4, manganèse, cuivre et donc nickel et cobalt. On voit que c'est très volatile, ça peut être lié à des contextes politiques, ça peut être lié à des évolutions technologiques, par exemple l'évolution technologique sur les batteries qui font qu'aujourd'hui les batteries qui nécessitent du lithium, du nickel et du cobalt, eh bien, elles perdent des parts de marché par rapport à d'autres technologies. Et tout ça fait que sur des projets qui sont par ailleurs très risqués, les technologies pour aller exploiter dans des profondeurs à 4000 ou 5000 mètres, aujourd'hui commercialement, elles n'existent pas. Elles nécessitent encore énormément d'investissement. Il y a des enjeux environnementaux et des risques environnementaux très élevés. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il est très difficile d'attirer des investisseurs sur des projets qui ont besoin d'une durée de vie de 20 ans pour pouvoir s'équilibrer. Et que donc les études en fait montrent qu'il n'y a absolument pas de rentabilité économique démontrée sur une exploitation de ressources minérales marines, et que les éventuels bénéfices dans des scénarios où on pourrait montrer une rentabilité vont être d'abord captés par les investisseurs privés qui vont monter ces projets, qu'une toute petite part, on parle là de quelques pourcents, irait à l'autorité internationale des fonds marins, et que sur ces quelques pourcents, c'est seulement la part restante, une fois les frais de fonctionnement couverts pour l'AIFM. Et quand on parle de frais de fonctionnement, quand on est sur des opérations marines à plusieurs milliers de kilomètres des côtes, plusieurs milliers de mètres de profondeur, d'un point de vue surveillance et contrôle, ça va être compliqué, donc ça va être onéreux. Il ne reste plus grand-chose pour alimenter le bénéfice commun de l'humanité, et qui est effectivement des effets positifs directs, notamment pour les pays du Sud global. Sur l'argumentaire des impacts sociaux, on entend aussi les promoteurs de l'exploitation des nodules dire qu'en exploitant en mer plutôt qu'à terre, on évite des déplacements de population, on évite les problématiques sociales et de sécurité qui sont connues dans certains pays, notamment autour de l'exploitation du cobalt au Congo. Encore une fois, on n'est en fait pas sur du remplacement, mais sur de l'additionnel. Et malheureusement, les activités en haute mer, par exemple la pêche en haute mer ou le secteur de l'offshore, n'est pas non plus exempt de problématiques
sociales et de violation du code du travail et de problèmes de sécurité. Donc on n'a pas là non plus un gain très évident. Donc, pour résumer sur la question de l'intérêt d'un point de vue ressources économiques et sociales, aujourd'hui, et je vous ai mis quelques références de notes de synthèse qui sont très intéressantes, l'argumentaire qui y a urgence à ouvrir cette exploitation de ressources marines, il n'est absolument pas démontré, tout comme la viabilité technique et économique d'une telle exploitation. Chose intéressante à souligner aussi, c'est que même l'AIFM, dans une étude de 2022, soulignait que dans un seul scénario d'augmentation très forte de la demande, eh bien, il y aurait besoin des ressources minérales marines, et que pour tous les autres, on aurait plutôt un risque de surproduction et donc d'impact sur les marchés en démarrant une exploitation. Alors la question des impacts, il y a un consensus scientifique clair, il y a des impacts environnementaux, il y aura des impacts environnementaux, ou plutôt il y aurait, je vais finir par trouver le bon temps, il y aurait des impacts environnementaux, certains sont irréversibles à l'échelle, je vous ai dit, les nodules c'est quelques millimètres par million d'années de croissance, donc si vous enlevez les nodules, vous enlevez le substrat, certains organismes dépendent de ce substrat dur pour vivre, c'est leur habitat. Si vous enlevez le substrat, c'est irréversible. Vous avez d'autres impacts liés à la pollution sonore ou aux vibrations, liés à la lumière. Vous avez la problématique également de remise en suspension d'éléments métalliques, de métaux lourds, et la question de la forme dans laquelle ils seront ensuite libérés dans l'environnement et de potentielle écotoxicité pour les organismes. Et puis, vous avez toutes les questions autour du panache, c'est-à-dire que l'engin de collecte va générer un panache de sédiments qui va se redéposer autour du site de production et qui peut avoir un impact sur les organismes filtreurs, en bloquant tout simplement leur fonctionnement, ou sur d'autres organismes en les recouvrant. Ça, c'est le premier impact, donc directement au niveau de la machine d'exploitation. Et puis le deuxième impact, eh bien, il est au niveau de l'eau qui serait rejetée. Donc vous voyez sur la figure un collecteur, imaginons de sulfure ou de nodule. Le minerai est remonté dans ce qu'on appelle un riser. Le minerai est mis sur le bateau de production. Ce minerai il est remonté avec une certaine quantité d'eau. Donc cette eau, elle est filtrée et puis elle est ensuite rejetée. La question de la profondeur exacte fait encore débat. Dans les tests de TMC en 2022, ils ont relâché l'eau à peu près 1200 mètres de profondeur. Dans leur nouveau plan, je crois qu'ils visent maintenant plutôt 2000 mètres. Mais toujours est-il que vous avez de l'eau qui est rejetée avec un panache secondaire. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des questions. Donc on sait qu'il y aura des impacts. Sur certains de ces sujets-là, on n'a pas encore assez de connaissances pour dire l'échelle exacte de ces impacts. Et on ne connaît pas non plus bien la résilience des écosystèmes, c'est-à-dire comment ils vont réagir à certains de ces stress et de ces impacts. Je ne vais pas vous demander de lire toutes les cellules de ce tableau, ni même toutes les lignes. L'idée qu'il faut retenir, c'est un papier de 2022, donc il y a probablement des choses qui ont un petit peu évolué, mais dans les grandes lignes, la science et dans des environnements aussi complexes et difficiles à étudier, on n'a pas des changements fondamentaux en 1 ou 2 ans, mais l'élément à retenir, c'est que vous avez, pour les différents types d'écosystèmes associés donc aux nodules, aux sulfures et aux encroûtements, vous avez du bas en haut, on va dire la connaissance fondamentale, c'est-à-dire la cartographie, le fond, le type de fond, est-ce qu'on est sur du sédiment, est-ce qu'on est sur des substrats durs, et puis la connaissance de la biodiversité. Et puis plus vous descendez, plus vous êtes sur des questions plutôt de fonctionnement des écosystèmes, d'interaction entre ces écosystèmes et le reste de l'océan, d'impact, c'est-à-dire comment ils vont réagir au stress généré par une exploitation et au changement de paramètres sur certains compartiments.
Et puis de résilience, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont capables de retourner à un état initial et au bout de quel temps, au bout de quelle durée. Voilà. Et donc finalement, plus on va sur ces questions de fonctionnement, de résilience et d'impact, moins on a de connaissances. Encore une fois, on sait qu'il y aura des impacts, on sait qu'il y a un risque majeur, on a du mal à le quantifier sur certains paramètres. Donc, en conclusion, il y a pas mal d'éléments et d'arguments qui aujourd'hui sont avancés par les promoteurs de l'exploitation qui ne sont pas démontrés, ils ne font clairement pas consensus. J'ai mis quelques exemples de rapports qui peuvent être intéressants pour compléter si vous le souhaitez. Les bénéfices économiques et sociaux ne sont pas non plus démontrés tels qu'ils sont mis en avant par certains acteurs et on a aujourd'hui probablement un intérêt beaucoup plus important à protéger l'océan. C'est probablement comme ça qu'on aura, qu'on garantira la poursuite, on va dire, des services que l'océan nous apporte dans la régulation du climat, dans la production primaire et dans le stockage du carbone, en investissant dans les politiques climatiques, dans les problématiques de sobriété, de questionnement de certains de nos usages, dans les problématiques d'éco-conception. Un des facteurs qui limite le recyclage et qui fait qu'on a une augmentation des besoins en métaux, c'est aussi qu'on va vers des alliages et des produits dans lesquels on a un nombre d'éléments de plus en plus important. Donc ça accroît les besoins en extraction de matières premières et ça complexifie le recyclage parce que vous avez des quantités négligeables, vous avez des process qui deviennent très compliqués au vu des alliages. Voilà. Et là, on a probablement beaucoup plus d'intérêt à investir sur ces sujets qu'à se lancer dans l'exploitation. Très rapidement, l'actualité. Bon, il y a pas mal d'acteurs quand même qui, au niveau industriel, et certains États, je les ai cités, qui s'intéressent quand même fortement aux questions d'exploitation. Il y a le contractant belge GSR qui a fait des essais dans le Pacifique en 2021. Il y a les Japonais qui sont très actifs aussi dans leur zone économique exclusive et puis dans les eaux internationales. Et puis au niveau industriel, celui que dont vous avez probablement tous entendu parler, la société The Metals Company, TMC, je l'ai indiqué tout à l'heure, patronné par Noru notamment et puis Tonga, qui a travaillé jusqu'à très récemment dans le cadre de l'AIFM. Et puis, vous avez entendu, j'imagine, la nouvelle en avril, concomitamment avec le décret américain sur les ressources minérales critiques, a finalement choisi de laisser tomber le multilatéralisme et le cadre AIFM et de se dire je vais aller taper à la porte des US pour voir si on peut s'affranchir de ce cadre. Et donc sa filiale américaine a déposé une demande de permis d'exploitation pour des zones qui recouvrent celles qu'ils ont avec l'AIFM comme contrat d'exploration auprès de l'administration américaine. Alors, j'ai pas de boule de cristal, donc qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Il y a eu pas mal d'échanges, de déclarations par la secrétaire générale de l'AIFM, de prise de parole du représentant américain lors de la dernière assemblée, avec le début d'échanges sur les points de vue d'interprétation juridique sur la Convention, sur le fait que les États-Unis ne l'ont pas signée, ils sont observateurs, mais ils ont toujours dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec certains points de la Convention, dont celui lié aux ressources minérales. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? On verra. Toujours est-il que l'ANOA, puisque c'est elle qui gère la législation américaine pour les ressources minérales dans les eaux internationales, est en ce moment en train d'instruire la demande de permis de TMC, qui continue à préparer son projet avec la publication récente de deux études dans le cycle minier standard avec des études de faisabilité et puis une pré-étude qui qualifie un peu plus la définition de leur projet. Voilà, donc encore une fois, au vu de l'état des connaissances, au vu des enjeux environnementaux et des risques, il est urgent plutôt de protéger l'océan et de continuer à mieux le comprendre avant de se lancer dans une éventuelle exploitation de ces ressources minérales marines. Voilà, je vous remercie si vous avez des questions.
Alors jusqu'à récemment, jusqu'à il y a quelques années, ils étaient assez peu actifs. Alors si je reviens sur la carte, hop, en fait historiquement, je l'ai indiqué je crois tout à l'heure, les États-Unis étaient dans les pays qui ont exploré la zone de Clarion-Clipperton. Alors d'exploitation il n'y en a pas de toute façon. Mais de l'exploration, il se trouve qu'au milieu des contrats, alors j'ai pas pris la carte des contrats avec moi, mais en fait ils avaient une zone qui venait des activités historiques, sur lequel Lockheed Martin avait a toujours un contrat d'exploration détenu auprès de la NOAA et qui était en fait au milieu des autres zones gérées par l'AIFM. C'est différent pour TMC, là ils ont carrément appliqué sur la zone de leur contrat d'exploration avec l'AIFM. Par contre, depuis 1 ou 2 ans, il y a quand même eu une dynamique, y compris avant l'administration Trump, et un intérêt de l'administration américaine pour explorer également dans leurs ZEE. Donc il y a des missions d'exploration, à minima pour cartographier et faire un inventaire de ce qui existe dans leurs ZEE, notamment autour des Samoa américaines, mais pas que. Donc il y a une activité d'exploration, mais encore une fois, pour les US comme ailleurs, aujourd'hui il n'y a pas d'exploitation sur ce type de ressources. Alors c'est quand même des objets, encore une fois, on est sur des choses complexes, aller chercher des nodules ou même des sulfures à des profondeurs de 1000 pour les sulfures à 3000 mètres ou de 4000 à 5000 mètres pour les nodules, ça demande quand même des moyens lourds. Après, il faut les injecter dans le circuit, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient traités, raffinés. Et aujourd'hui, on a quand même une bonne visibilité des développements technologiques. Voilà, l'Inde, la Chine, j'ai cité la Belgique, TMC. Il y a plusieurs pays qui développent leur techno. Les tests les plus importants d'un point de vue échelle sont ceux de TMC en 2022 et ceux de GSR, le contractant belge, en 2021. On est sur des machines qui sont déjà très imposantes. Hein. Le collecteur de TMC, c'est 5 mètres de large. Mais ça reste des échelles 1/3 ou 1/4 par rapport à ce qu'ils visent à l'échelle commerciale. Donc c'est quand même pas des choses qui se fabriquent dans le garage et qui se transportent de manière super discrète. Mais après, la problématique du contrôle et de la surveillance est vérifier qu'un exploitant respecterait les conditions d'un permis et les conditions environnementales, c'est un vrai sujet si jamais il y a exploitation, parce qu'encore une fois, on est très loin des côtes, on est sous l'eau, donc satellite, on verra l'activité du bateau, on ne verra pas ce qui se passe au fond à 4000 ou 5000 mètres, et vous ne verrez pas si les conditions, je ne sais pas moi, de limite de remise en suspension et de turbidité, est-ce que c'est respecté ou pas, ça avec le satellite, vous ne le verrez pas à ces profondeurs. Une question s'il vous plaît. Oui. Vous avez présenté 3 types de possibilités, et en fait, personnellement, je ne vois qu'une possibilité qui puisse être exploitable, celle qui présente de platine et du tellure. Parce que aller chercher à 5000 mètres du cuivre ou des choses comme ça, c'est pas très intéressant finalement. Pour l'instant, ce que j'ai indiqué, c'est qu'il n'y a rien d'intéressant d'un point de vue économique. En tout cas, il n'y a de toute façon pas de scénario où ça soit clairement démontré que ce soit économiquement intéressant. Du coup, j'imagine que vous faites référence aux encroûtements cobaltifères. C'est probablement parmi les 3, c'est probablement celle qui est le moins étudiée, même d'un point de vue scientifique. J'évoquais tout à l'heure la continuité d'un point de vue épaisseur, la variabilité d'un point de vue composition. Donc aujourd'hui, on est vraiment encore sur des questions de connaissances assez fondamentales. Il faut bien voir que contrairement au nodule, là, l'encroûtement, il est attaché à la roche. Donc là, vous avez en plus une problématique de récupération, si on parle vraiment d'un point de vue technologique, hein, ce sont les questions d'impact et encore une fois d'intérêt. Vous avez une problématique de récupération en évitant d'arracher trop de roches en dessous, parce que du coup, vous allez diluer vos teneurs et donc il va y avoir plus de traitement, plus de stériles.
avait absolument pas de régulation mondiale opérationnelle. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, c'est la loi de la jungle, chaque pays peut faire ce qu'il veut finalement. Alors, c'est que j'ai pas dû bien m'exprimer. À partir du moment où un pays comme les États-Unis n'adhère pas à l'organisation, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent. Alors, ça, je vous laisse interroger l'administration américaine pour le pourquoi, mais je dirais qu'on est là dans la limite de tous les cadres internationaux, c'est-à-dire qu'une convention, les États qui sont liés, c'est les États qui l'ont signée. On est quand même sur un nombre important, on est sur 170 pour la IFM. Après, même si des pays ne sont pas signés, il y a les notions de droit international coutumier qui peut rentrer en jeu et qui veut dire qu'un pays qui n'aurait pas signé peut tout de même devoir respecter certaines obligations de ces conventions. C'est tout l'argumentaire qui est en train de s'ouvrir entre la IFM et les États-Unis. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que les États-Unis, sans avoir signé, ont finalement utilisé de la Convention, hein, la définition d'une ZEE, des demandes d'extension de plateau continental, voilà. Ça, c'est des choses que les États-Unis font. Oui, mais d'accord, ce que vous venez de dire, c'est compréhensible, ça ne bloque pas l'exploitation. Par contre, qu'est-ce qu'il n'y a pas de coercition possible, évidemment, pour empêcher un pays d'exploiter quoi que ce soit. Encore une fois, c'est le cadre et le droit international. Donc les pays qui sont signataires, ils sont tenus de s'en tenir au règlement. Et peut-être aussi pour rappeler encore une fois, hein, par rapport à votre remarque, c'est la jungle. Il y a des règlements d'exploration, il y a un projet de règlement d'exploitation. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de demande et il n'y a pas eu de contrat d'exploitation délivré. Après, c'est comme sur plein d'autres sujets, hein, c'est des problématiques de diplomatie et géopolitique. C'est comme l'ONU, hein, en fait, l'ONU n'a pas de vrai pouvoir. Ce sont les pays puissants qui imposent de leur volonté à l'heure actuelle. Alors, il y a quand même des mécanismes, hein. Il y a un tribunal sur la haute mer, il y a un certain nombre d'instances pour régir les disputes et pour trancher sur les disputes ou les questions d'interprétation sur ces problématiques-là. Après, il reste effectivement une question de moyens pour pouvoir mettre en œuvre des obligations qui ne seraient pas respectées par certains pays. Donc, il me semble que la seule autorégulation possible, ça va être la rentabilité. C'est qui arrêtera ou qui empêchera certains pays de faire n'importe quoi parce que c'est pas rentable, tout simplement. Je suis désolé d'avoir une vue assez sombre du sujet, mais... J'ai peut-être une question peut-être un peu naïve. J'ai bien compris qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt économique à faire. Un peu plus fort. Il n'y a pas d'intérêt économique à faire de l'exploitation des ressources marines. Mais pourquoi explorer alors? Alors, il y a des questions de compréhension. J'évoquais tout à l'heure, dans la description de ce qu'étaient les amas sulfurés et les sources hydrothermales, compréhension de certains processus, c'est-à-dire que on travaille aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'Ifremer, pour essayer de comprendre la contribution de ces systèmes hydrothermaux à des grands cycles. Cycle du fer, cycle du manganèse et autres. Il y a des questions aussi autour de leur rôle dans le cycle du carbone. Autour de ces sources, il y a toute une biodiversité, dont des micro-organismes qui sont à la base de la chaîne trophique et qui captent du carbone. Donc comprendre quelle est leur contribution. Il y a des questions aussi assez fondamentales sur les interactions entre, on va dire, l'océan profond et d'autres parties de l'océan. Si on élargit un peu par rapport aux seules ressources minérales, les problématiques encore une fois, de transport entre le plateau continental et l'océan profond pour les questions de cycle du carbone. Voilà. Il y a plein de sujets qui font qu'il est nécessaire d'étudier, enfin, dans la discussion tout à l'heure, il a été mis en avant les problématiques
de modèles là, assez large échelle qui ne permettaient pas de conclure aujourd'hui sur certaines questions. Voilà. Pour ça, il y a plein de sujets sur lesquels on a besoin de mieux connaître l'océan, y compris autour des écosystèmes ou même des processus géologiques associés à certaines de ces ressources minérales. D'accord. Moi, quand j'ai vu qu'en fait, il y a un certain nombre de pays dont la France qui s'opposent à l'exploitation, je dirais du sous-sol, des fonds marins, pardon, je me disais, est-ce qu'il y a pas de façon à explorer, donc à aller chercher des ressources, à essayer de voir quelles sont les ressources disponibles. En fait, vous me dites que l'exploration, il y a un volet scientifique qui va au-delà de la simple connaissance des ressources disponibles, potentiellement disponibles. Et après, il y a la question, parce qu'il y a des acteurs qui aujourd'hui s'intéressent à une exploitation potentielle, il y a aussi la question de comprendre les impacts qui seraient liés à une telle exploitation pour défendre aussi la position de précaution actuelle. Jean-Paul. Oui, juste un peu une suite à la question de Christian. Est-ce que les résultats des explorations faites par les différents pays sont publics ou restent de leur propriété? Alors, je dirais que sur certains sujets, ça va dépendre des contractants, mais globalement, le cadre de l'AIFM, donc là encore une fois, je ne parle que dans les eaux internationales, tout ce qui est données et informations liées à l'environnement, ce sont des données publiques qui sont fournies par les contractants à l'AIFM et qui ensuite sont publiées dans une base de données. Aujourd'hui, il y a encore quelques trous dans la raquette dans la base de données, mais le principe, c'est des données publiques. Pour tout ce qui est lié à des questions d'évaluation des ressources et de technologie, aujourd'hui, les contractants peuvent définir ces informations comme confidentielles. Voilà. Alors, et peut-être pour préciser, les activités que l'Ifremer mène en tant que contractant, qui sont des activités sur les questions que j'évoquais, hein, y compris sur les questions autour des géosciences et géologie, et puis beaucoup sur les questions environnementales, on les fait, je dirais, dans le même cadre que nos pratiques scientifiques, donc avec publication des résultats, dans une approche de science ouverte. Voilà. Il suffirait de dupliquer les études privées. Denis, s'il te plaît. Après. Alors, je veux d'abord vous remercier pour cette très intéressante point sur un sujet que je connaissais pas moi bien. Alors, si j'ai bien compris, les contrats dont vous avez parlé, que vous avez écouté, c'est des contrats d'exploration. Tout à fait. Parce que ça m'étonnait un peu que les pays qui ont signé non à l'exploitation fassent de l'exploration. Ça, c'est pour le côté de la science. Ça rejoint. Le deuxième point qui m'interroge un peu, c'est que vous nous avez parlé dans les raisons pour utiliser ça. Pourquoi utiliser ces ressources? C'est d'abord l'augmentation de la demande de ces matériaux dans l'ordre par le secteur nucléaire, automobile, nouvelles technologies. Quelles sont les demandes de matériaux critiques massifs du nucléaire en construction dans le monde? Je sais bien qu'il y en a en construction, mais... Alors, la liste était sans ordre d'importance sur le... Ouais, non. Et j'ai pas d'éléments de réponse. Et plus exactement, quels sont les matériaux Vous avez les matériaux autour des alliages très spécifiques nécessaires au nucléaire. Enfin, bon. Après, le nucléaire, c'est de l'électricité, donc c'est aussi du cuivre pour tout ce qui est transfert. Enfin, voilà. Et peut-être juste pour revenir sur un des points, il y a des acteurs qui estiment qu'il y a un intérêt économique, je précise. Les études, les rapports et les études scientifiques montrent que par contre, qu'il n'y a pas de viabilité économique démontrée. Mais il y a des acteurs qui y voient un intérêt économique. Peut-être pas pour aller jusqu'à l'exploitation. Hein. Il y a des acteurs qui ont déjà, si on reprend TMC, le CEO de TMC a fait fortune quelque part en revendant ses parts d'une autre entreprise qui s'appelait Nautilus Minerals, qui était porteur du premier projet d'exploitation dans les eaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, voilà, dont la valeur a augmenté, et puis il a vendu ses parts, il a récupéré quelques dizaines ou centaines de millions. Le projet depuis a fait faillite, l'État de Papouasie-Nouvelle-Guinée a perdu de l'argent, mais lui, en l'occurrence, il s'est enrichi. Donc il y en a qui voient un intérêt économique. Maintenant, la viabilité économique d'une exploitation, elle n'est pas démontrée. À ce moment, il y a un moment clé. Ça clignote. Non, mais
sais pas si À ce moment, on est en moment clé de l'industrie informatique, en particulier au niveau de l'intelligence artificielle. On voit ce qui se passe avec M. Trump qui va envahir la Norvège, pas la Norvège, le Groenland. Est-ce que ça ne va pas relancer l'intérêt? Est-ce qu'il y a là-dedans, il y a des, dans ces nodules polymétalliques par exemple, est-ce qu'il y a des métaux comme des terres rares ou des choses qui vont servir à ce qu'on cherche en ce moment, ce qui risquerait de relancer et de mettre de l'intérêt de nouveau sur ces éléments? Écoutez, j'ai pas, quand on parle d'intelligence artificielle ou de réseau en général, en fait les objets ils sont très larges, donc on ne peut pas définir juste quel élément métallique serait nécessaire. Mais aujourd'hui, ce qui est envisagé pour une valorisation potentielle dans les nodules, c'est du cuivre, du nickel, du cobalt et du manganèse. Voilà, cobalt, vous en avez dans des applications électroniques, du cuivre, il en faut pour les réseaux. Maintenant, après le développement de l'IA, mais ça sort de mon domaine, ça soulève d'autres questions. Alors, il y a un petit peu de terres rares dans les nodules. Aujourd'hui, il n'est pas envisagé de les valoriser parce que c'est à des teneurs qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on trouve à terre. Parce qu'en ce moment, il y a des rivalités politiques et importantes à propos de ces... Ouais, juste pour préciser, peut-être, le terme terre rare est assez trompeuse. En fait, d'un point de vue disponibilité à terre, il y en a beaucoup des terres rares. Après, c'est des problématiques géopolitiques. Je rejoins un petit peu le pessimisme du camarade tout à l'heure par rapport au rôle de l'ONU dans le monde qui n'est pas toujours respecté, qui est même de moins en moins souvent respecté. Par contre, dans l'exposé tout à l'heure, j'ai trouvé un petit point positif. L'organisme de l'ONU en charge de ces questions a déclaré que ces ressources sous-marines étaient patrimoine de l'humanité. Et donc c'est quand même un bon point de travail pour les gens. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait un pays qui était partie prenante de tout cela, qui n'a pas de côte. C'est la République tchèque, qui est isolée là, un petit peu au milieu de tout ça et qui est partie prenante aussi de l'aventure. Alors je trouve ça fantastique quand même que ça montre des développements possibles. Et la situation elle est difficile. Beaucoup de pays font n'importe quoi, font ce qu'ils veulent effectivement. Mais je rappellerai que la plupart de ces pays sont soi-disant démocratiques et ce sont les peuples qui ont élu les dirigeants qui prennent ces décisions. Donc il faut, j'invite, quand on a des relations internationales, à faire de l'éducation populaire aussi pour que dans le monde entier, on choisisse de meilleurs dirigeants. Il a été question plusieurs fois maintenant de l'ONU et de l'impact, de la façon dont l'ONU fonctionne. Je me permets de dire un mot parce que je connais un petit peu le fonctionnement de cette administration. La façon dont ça fonctionne, c'est une façon essentiellement politique. C'est-à-dire qu'un État ne peut pas se permettre d'être mis à l'écart de l'ensemble des autres États, à l'exception d'États qui ont des façons de fonctionner qui sont déjà à l'écart des autres États. Si je prends par exemple la Corée du Nord, elle peut se permettre d'être mise à l'écart des autres États, ça ne lui pose pas de problème. Pour un État, y compris pour les États-Unis, c'est une situation beaucoup plus difficile. Donc, c'est une fonction politique. Les Nations Unies ont une fonction politique très importante. Et il ne faut pas l'oublier. Et toutes les organisations des Nations Unies, quelles qu'elles soient, y compris celle dont je suis, ont cette fonction qui fait qu'un État ne peut pas se permettre d'être mis au banc des autres États. Oui, je reviens sur un sujet tout à l'heure, un sujet de ces entreprises qui font les choses tout seules au fond de la mer.
si vraiment elle revenait en cachant des données importantes, je pense que ça doit être assez facile de doubler leur étude par une étude par un pays comme la France qui mettrait toutes les données publiques pour vérifier que ce qu'ils nous racontent, ce n'est pas des blagues. Mais bon, c'est juste une remarque comme ça, quoi. Mais ce qui serait mieux, c'est que les données, c'est comme les... Comment ça s'appelle? Est-ce que les boîtes américaines qui vont aller percer là-bas, qui vont driller là-bas, si je peux m'exprimer, est-ce qu'elles partageront, elles le vendront pour bénéfice de l'humanité, ou est-ce que ça sera gardé pour eux-mêmes? Alors, encore une fois, le cadre, tout ce qui est environnemental, ce sera des données publiques. Pour ce qui relève du volet commercial, aujourd'hui... Il y a un bonjour, s'il y en a un qui commence à aller là-bas, de toute façon, on ne pourra pas les voir. La seule solution à la rigueur, c'est qu'il soit obligatoire de mettre pas un surveillant, mais quelqu'un sur le bateau qui représente l'ensemble des pays signataires. Ah bah, il est clair que le volet qui s'appelle inspection, contrôle et conformité du projet de règlement est un sujet important qui est débattu et qui fait l'objet de négociations. C'est-à-dire quels moyens l'AIFM aura pour aller contrôler les activités et le respect des obligations contractuelles, y compris les engagements environnementaux des contractants. Mais ça reste encore un projet de règlement. On va peut-être arrêter les questions.